Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. 2 événements en un, le Festival international du cirque de Monte-Carlo et le New Generation auront bien lieu en 2022 et ils feront date commune. Nous reviendrons sur cela avec le directeur du festival, Urs Pils. Monaco commémore le centenaire de la disparition de l'impératrice Eugénie, mais qui était-elle? Quel rôle a-t-elle joué? Quels étaient ses liens avec la principauté? Maxime Michelet, doctorant en histoire, nous éclairera plus sur l'épouse de Napoléon III. Dans ce journal également, nous vous dévoilerons cette exposition à la galerie Moretti où les artistes sont des autistes ou des personnes avec un handicap mental. Et puis nous nous rendrons à Kazan à la fin de ce JT. Kazan où se trouve actuellement la Roca Team pour sa 2e rencontre en Euroleague. Nous rejoindrons sur place Frédéric Elion. Mais avant cela, je vous le disais en titre, la 45e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo aura bien lieu, mais compte tenu du contexte sanitaire, sous quel format, quelle en sera la programmation? Pour en parler, nous sommes ce soir avec le directeur de l'événement. Bonsoir Urs Pils. Et bonsoir. J'imagine que cela a été un soulagement pour vous. Monaco ne pouvait pas rester une nouvelle année sans son festival emblématique. Exactement, on est très content qu'on a pu annoncer que le 45e festival aura quand même lieu en janvier 2022. Oui, et ce retour s'annonce exceptionnel car vous avez décidé d'unir la 45e édition du festival au 10e New Generation. Maintenant, avec la nouvelle situation de la pandémie et du point avec les problèmes d'avoir des artistes du monde entier comme il le fallait, nous avons pris la décision de mettre le grand festival et New Generation ensemble. Et donc, il y aura dans les spectacles quelques numéros de New Generation aussi. Mais je tiens à préciser que ces numéros de New Generation, ils sont exécutés par des artistes jeunes, mais 19 ans, 20 ans, 21, alors adultes en principe. Comme ça, la qualité de ces numéros, elle est au niveau du festival. Mais cela reste les espoirs du cirque. Quels artistes seront au rendez-vous à partir du 22 janvier sous le chapiteau de Fontvieille, Monsieur Pils? C'est la crème de la crème. Et les highlights, pour nous, c'est quand même les présentations du grand maître russe Guy Airadze, qui est vraiment le numéro 1 en costume, en décoration, en développement d'artistes de tout haut niveau. Il avait été sacré d'un clown d'or d'ailleurs, hein? Exactement, c'était Clown d'Or, mais maintenant c'est tout nouveau, il y a d'autres costumes, il y a d'autres décorations, il y a d'autres artistes, il y a d'autres performances, alors ça va être tout nouveau et différent de ce que nous avons déjà eu. Est-ce que les animaux seront au rendez-vous? C'est une polémique qui naît chaque année? Oui, c'est une polémique qui existe, mais nous tenons naturellement à avoir des animaux parce que aussi selon le souhait dans le temps du créateur du festival, du Prince Régnier, les 3 pylônes du festival et de l'art du cirque en principe traditionnel sont les artistes, la comédie et les animaux. Par contre, nous faisons très attention de présenter des numéros d'animaux dont on sait qu'ils sont bien tenus, qu'ils sont bien gérés, qu'ils ont une belle vie, une bonne vie. Et c'est sur cette base que nous allons présenter des chevaux, que nous allons présenter des perroquets, que nous allons présenter aussi 2 éléphantes et un beau numéro de tigres. Vous en faisiez mention tout à l'heure, Urs Pils, cela reste compliqué d'organiser un tel événement aujourd'hui compte tenu du contexte actuel? La Chine est toujours une source très importante pour de grands numéros. L'Amérique du Sud et d'autres endroits dans le monde sont importants pour le cirque. Et pour le moment, il n'est presque pas possible d'engager des numéros de ces régions dans le monde. C'est pour ça qu'on se concentre sur l'Europe, la Russie aussi, oui, mais c'est une concentration sur les pays où il est plus facile d'avoir et de recruter les artistes. Vous en faisiez mention tout à l'heure, cela reste compliqué d'organiser un tel événement aujourd'hui compte tenu du contexte sanitaire? On est bien préparé, on aura plus
d'entrée, plus de contrôleurs pour que les clients n'ont pas une grande attente. On ouvre plus de portes. On ouvre plus de portes aussi pour la sortie, bien sûr. Nous avons les forains qui sont en dehors du cirque, mais qui seront plus répartis pour qu'il n'y ait pas de grands groupes de personnes ensemble. Et il y aura toujours les traditionnels rendez-vous comme la visite de la ménagerie pour les plus jeunes? Oui, certainement, comme on a les chevaux, les tigres, perroquets, éléphants, alors tout ça est ouvert au public, oui. Bien, merci beaucoup Urs Pils d'avoir été avec nous ce soir et on le précise pour les amateurs de cirque, la billetterie ouvre lundi prochain. Merci infiniment d'avoir été notre invité sur Monaco Info. Merci beaucoup, merci à vous. Et dans le reste de l'actualité, la Fondation Princesse Charlène vient de signer un partenariat avec une entreprise monégasque. Bonsoir Yannick de Bever. Il s'agit de Shibuya Productions, Yannick, connu notamment dans le monde de la pop culture, mais pas seulement. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. La société d'édition de contenu multimédia Shibuya Productions s'est associée à la Fondation Princesse Charlène pour la commercialisation d'un appareil de fitness. Active 5 de son petit nom est un galet connecté relié à une application qui permet de mesurer la force de vos muscles. Ainsi, la difficulté des exercices physiques proposés évolue selon vos progrès. Une édition limitée aux couleurs de la Fondation Princesse Charlène sera commercialisée et une partie des bénéfices sera reversée à l'association pour le financement de ses projets sportifs. Un mot à présent sur ce don d'une œuvre de Francis Bacon à la médiathèque de Monaco. La fondation Francis Bacon MB Art, par l'intermédiaire de son créateur Majid Boustani, a offert une œuvre de 1973 à la mairie de Monaco. Intitulé Study from the Human Body, le tableau peint par Francis Bacon orne désormais la salle principale de la bibliothèque Louis Notari. Un don, mais aussi un hommage au peintre britannique décédé en 1992 et très attaché à la principauté. Et puis retour Yannick sur ce très beau résultat de l'équipage aux couleurs d'une association monégasque au e-rallye des gazelles. Nous les avions d'ailleurs suivis lors du départ qui avait été donné sur le parvis du musée océanographique. Exactement, la boucle est bouclée pour Manal Faxel Abou Hamda et Caroline Favreau. Les deux jeunes femmes couraient au profit de l'association Monaco Liver Disorder qui représente toutes les maladies rares du foie de l'enfant. Ensemble, dans le désert marocain, elles ont réussi à porter haut les couleurs de l'association et terminer le e-rallye Aïcha des Gazelles en tête. Et félicitations à elle. Merci Yannick. Culture à présent, l'Opéra de Monte-Carlo ouvre sa saison demain avec le récital de l'une des figures incontournables de la scène lyrique actuelle, Angela Gheorghiu. La soprano roumaine se produira à 20 h à la salle Garnier. Elle évoque d'ailleurs ce lieu mythique au micro de José Sacré. Cette salle, pour moi, c'est quelque chose, c'est comme retourner à la maison, et c'est comme à Paris, bien sûr, salle Garnier. Mon histoire avec l'opéra, dans un rôle d'opéra, la liste, c'est un peu petite, mais j'espère maintenant, avec le nouveau directeur, directrice, tout le monde que me connaît, ils ouvrent encore plus les portes pour moi. Et nous reviendrons bien évidemment sur le récital d'Angela Gheorghiu dans une de nos prochaines éditions. Intéressons-nous à présent à ces conférences qui auront lieu samedi à la salle Garnier et qui porteront sur l'impératrice Eugénie. L'épouse de Napoléon III sera à l'honneur à l'occasion du 100e anniversaire de sa disparition. Pour en parler ce soir, nous sommes avec l'un des intervenants à ces conférences. Bonsoir Maxime Michelet. Bonsoir à vous. Tout d'abord, qui était l'impératrice Eugénie ? Alors l'impératrice Eugénie, c'était l'épouse de l'empereur Napoléon III. Elle était née en Andalousie en 1826. Elle était issue de la plus haute noblesse espagnole possible. Et elle a donc régné aux côtés de l'empereur pendant 17 ans, durant la période du Second Empire. Et elle a joué un rôle diplomatique de premier plan, hein ? En réalité, l'impératrice était avant tout une femme capable d'avoir ses opinions et qui ne s'interdisait pas de les partager. Mais en réalité, son influence et donc la concrétisation de cette vision était assez limitée. C'était avant tout une femme libre, plus qu'une femme de pouvoir. On a l'impression que son rôle historique a longtemps été sous-estimé. C'est un avis que vous partagez ? Alors c'est même plus qu'une sous-estimation.
l'impératrice Eugénie a été pendant un siècle, au moins si ce n'est plus, victime d'une légende noire qui l'a assommée de calomnies et de caricatures, faisant d'elle une souveraine superficielle, sotte, hystérique, despotique, alors que tout de même, il n'est pas inutile, je pense, de rappeler que l'impératrice Eugénie est en France, encore à ce jour, la dernière femme à avoir exercé les fonctions de chef de l'État par 3 fois, en 1859, 65 et 70, et qu'elle a été une femme pendant 10 ans associée aux travaux des conseils des ministres, ce qui est assez rare pour une femme au 19e siècle. Alors vous l'avez dit, l'impératrice Eugénie sera à l'honneur à Monaco ce week-end à l'occasion d'un cycle de conférences auquel vous allez participer. Ce sont les différents aspects de sa vie qui vont y être abordés ? Alors oui, tout à fait. L'après-midi de ce samedi 9 octobre est en réalité la première demi-journée d'un colloque, le premier colloque universitaire consacré uniquement et intégralement à la figure de l'impératrice Eugénie. Nous allons donc l'ouvrir ce samedi à l'Opéra de Monte-Carlo, et ensuite il y aura 2 autres demi-journées à Paris au lycée Henri IV. Et sur ces 3 demi-journées, nous allons en effet aborder toutes les caractéristiques de la vie riche et longue, puisqu'elle a tout de même vécu 94 ans, puisqu'elle n'est morte qu'en 1920, il y a seulement 100 ans. Et nous allons donc aborder tous ces aspects. Et samedi après-midi à Monaco, nous allons notamment aborder sa vision diplomatique, sa relation avec la haute société française, ses relations avec son mari l'empereur. Nous allons aussi aborder les relations qu'elle pouvait entretenir avec Monaco et naturellement évoquer ses projets architecturaux sur la Méditerranée et notamment la villa Cyrnos du Cap Martin. Alors justement, pour nous donner un avant-goût, quels étaient les liens entre l'impératrice Eugénie et la principauté de Monaco ? Alors les liens entre la principauté et l'impératrice sont anciens puisque déjà durant son règne, les relations entre le prince Charles III, l'empereur et l'impératrice sont très constructifs et Monaco va connaître notamment durant les années 1860 une grande prospérité. Ensuite, Eugénie, exilée à partir de 1870, va développer surtout des liens amicaux très forts avec le prince Albert Ier, notamment à partir des années 1890, où elle aura donc cette villa Cyrnos, qui fera d'elle non seulement une amie de la principauté, mais aussi sa voisine directe. Et puis elle partagera avec Albert Ier eh bien déjà le goût de l'aventure, le goût du voyage, un goût immodéré pour l'océan, une curiosité inlassable. Et Albert Ier sera l'un des visiteurs les plus assidus de Cyrnos. Et il faut savoir que le prince Albert Ier, qui n'avait que très peu de goût pour les funérailles, pour les obsèques, eh bien s'était rendu aux obsèques de l'impératrice en Angleterre en 1920 pour témoigner de son amitié à l'impératrice Eugénie. Et je suis très reconnaissant et très heureux que le prince souverain ait accepté de commémorer ce samedi la figure de l'impératrice Eugénie comme voilà l'héritage d'une amitié qui se transmet dans la famille Grimaldi. Et pour en savoir plus, donc rendez-vous dans le cadre mythique de la salle Garnier samedi. Merci infiniment Maxime Michelet d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Un mot à présent sur cette nouvelle exposition proposée à la Galerie Moretti jusqu'au 16 octobre, une exposition particulière puisqu'elle est présentée par des artistes pas comme les autres. Plus de détails dans ce reportage de Yannick Debevert et Alexandra Marangoni. Regard d'ailleurs. C'est le titre de l'exposition organisée par la Galerie Moretti et l'association Monaco This is Power. Ailleurs, c'est l'univers de Stéphane, Gilles, Nicolas et leurs amis, tous atteints de troubles autistiques et handicaps mentaux. Je crois qu'on peut voir ce qu'ils voient eux à travers leurs yeux, déjà, puisque c'est un moyen d'expression. Pour certains qui sont totalement non-verbaux, on voit leurs émotions, on voit leur cœur. Ils ont tous quelque chose à exprimer et tout le monde est capable de faire quelque chose de beau. La seule chose, c'est de savoir leur donner les moyens de le faire
leur laisser le temps de le faire. Monaco This is Power est une association fondée en 2007 avec l'objectif d'aider les personnes atteintes d'handicap mental ou d'autisme. Régulièrement, les enfants participent à des ateliers de dessin et puis un jour, l'idée d'exposer leur création a germé. Dans la prestigieuse galerie Fabrizio Moretti, 3 salles sont consacrées aux 3 temps de l'exposition. Un premier avec les tableaux des artistes, un second avec leurs photos et enfin un dernier avec un film montrant des moments de vie au sein de l'association. Actually, this is my most important exposition because we're helping people that they don't have easily chance to expose their kind of art. And when I saw this art a few months ago in their home, I fell completely in love. The quality is very high, and as I said in my little entry in the catalog, art, arrives everywhere, and this is the proof. Le prince souverain, président d'honneur de Monaco This is Power, est venu inaugurer cette exposition hors du commun. Sachez que cette manifestation artistique est d'ailleurs ouverte à tous du 5 au 16 octobre entre 10h30 et 18h30. Passons au sport et au basket à présent. Après une cuisante défaite en championnat, la Roca Team s'est envolée pour la Russie où elle dispute demain à 18h son deuxième match en Euroleague sur le parquet de Kazan. Frédéric Elion, bonsoir. Vous êtes actuellement sur place pour Monaco Info. Bonsoir Émilie, effectivement la Roca Team est arrivée ici en Russie à Kazan après un vol de près de 5 heures et l'accent a été mis immédiatement sur le repos et la récupération pour préparer au mieux le match de demain soir. Ce matin les joueurs ont travaillé avec Diego Gonçalves, le préparateur physique, une séance d'1h15 avec une alternance d'étirements, de renforcement musculaire et de musculation et c'est ce soir que les joueurs de coach Mitrovic prendront part à leur premier entraînement dans la Basket Hall Arena, une salle qui rappelle forcément de très bons souvenirs. My first trip to Russia was coming to Kazan, and we just so happily won the Euro Cup title last year, and helped the club to get to EuroLeague. So it's always good memories and a good feeling to be back here. What are the odds, to win the title here, and then for me to play in my first EuroLeague game here? I'm looking forward to it, but last year means nothing right now. We're coming off of a game that wasn't our best performance at all. So the entire team, we just want to bounce back and get a much-needed road win in the EuroLeague. Et vous le savez, pour chaque match, coach Mitrovic doit faire des choix car seuls 12 joueurs peuvent être inscrits sur une feuille de match. Ibrahima Falfay, Will Thomas et Armel Traoré n'ont pas fait le déplacement ici à Kazan et ne joueront donc pas demain soir face à l'Unix. Merci pour toutes ces précisions Frédéric. Vous pourrez d'ailleurs suivre en direct cette rencontre sur Monaco Info demain à partir de 18h avec aux commentaires David Cosette et Ali Traoré. Rejoignons à présent Yannick Debever pour le reste de l'actualité. Vous teniez à nous parler de cette annonce du diocèse de Monaco, Yannick. Oui Émilie, la première, c'est celle du pèlerinage à Notre-Dame de Laguet qui aura lieu ce dimanche 10 octobre. L'archevêque de Monaco invite tous ceux qui le désirent à y participer. 2 départs possibles, le premier à 8h30 à pied depuis l'église du Sacré-Cœur et le second à 10h45 pour la procession en partant du sanctuaire Saint-Joseph. Si vous souhaitez déjeuner au sanctuaire, vous devez vous inscrire auprès des églises et chapelles du diocèse. Religion toujours, nous connaissons le thème de la prochaine conférence diocésaine. Il sera question d'amour avec la conseillère conjugale et familiale Valérie Terninck. Avec son mari, ils ont créé le mouvement « Parlez-moi d'amour ». Pendant 2 heures, le couple proposera avec simplicité et respect un chemin pour aider les adolescents à mieux connaître leur corps et découvrir la beauté de l'amour. Cette conférence ouverte à tous se tiendra le mardi 12 octobre de 20h à 22h à la maison diocésaine. Et dans un tout autre domaine, c'est le mois de l'Oktoberfest. Cette tradition allemande sera célébrée à Monaco, Yannick. Et notamment au marché de la Condamine. Demain, vendredi 8 octobre et samedi 9, vous pourrez profiter d'une animation musicale avec l'orchestre Tyrol Fest, accompagné évidemment d'une ambiance et des plats traditionnels allemands. La réservation est obligatoire auprès des commerçants de la halle. Et avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il vendredi ? Demain, c'est un temps mitigé qui vous attend en principauté. Il fera beau dans l'ensemble, mais des passages nuageux viendront marbrer le ciel. Les températures sont constantes, comptez 16 degrés au lever du jour et 21 au meilleur de l'après-midi. Le soleil se montrera à partir de 7h34 pour aller se coucher à 19h01. Enfin, ce vendredi, nous fêterons Sainte Pélagie, et c'est donc l'heure du petit point culture. Pélagie la pénitente était une adolescente chrétienne de 15 ans.
Pour échapper à un viol à son domicile par des policiers, la jeune fille fait preuve de ruse. Elle prétexte vouloir s'habiller de son plus beau vêtement pour plaire à ses ravisseurs. Une fois libre, elle se précipite sur le toit de sa maison et se jette dans le vide. Ainsi, Pélagie se dérobe à la souillure de son corps, délivre son âme et peut monter au paradis. Merci pour ce petit point culture Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous l'évoquions en début de journal avec Ours Pils, le festival international du cirque de Monte-Carlo aura bien lieu cette année avec en prime 2 événements en un avec au même moment le 10e New Generation. On se quitte en images avec les précédentes éditions de ce rendez-vous incontournable en principauté. Photo signée ce soir Michael Alesi et Manuel Vitali. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. À demain.